Okay, so we're about 1 minute, everyone. Just checking in, Katya. Just checking your audio and video. So this is it. Perfect. Okay, great stuff. Thank you, everyone. So we've got just another minute or so, and then we're gonna go live. Any questions from anyone before we go live, or is it all good? Yeah. Ian, do you need a black box for video playback? Yeah, actually, if you can, Mike, that'll be great. Thank you. And then we'll use that. No problem. Perfect. Okay, excellent. So we'll just add the black box and then we're going to replace it with Katya once the video's finished there. Thank you, everyone. Okay, best of luck. So we got 45 seconds. Let's cue the video in anticipation, and then we'll hit the play button once we go live. Thanks all. Nigeria is among the 30 high La Nigérie fait partie des 10 pays qui font partie donc des pays qui sont le plus chargés par la tuberculose, avec un soutien de l'USAID. Le partenariat Stop Tuberculose. Les radiographes locaux peuvent mettre en place et faire des dépistages rapides en Nigeria. Il est sur le devant du terrain, va dans les communautés les plus dures à atteindre, grâce à ce système de rayons X portable et une détection aidée par l'ordinateur. C'est ma responsabilité de prendre cette examination en termes de pour positionner le patient. Ensuite, nous collectons ces données. Et CAD pour TB est vraiment et nous aide beaucoup parce qu'il peut détecter la tuberculose à une étape très débutante. Et la carte peut vous montrer les différents patchs autour de la... On peut le voir donc avec nos yeux. C'est ma ville, ma communauté, mon peuple. Donc c'est un rêve. Je veux leur redonner cela, les aidant à faire ce travail. C'est ma passion. Je veux suivre ma passion. Bonjour et bienvenue au premier webinaire de 2024. Je suis Katia Yanni et je suis votre hôte pour aujourd'hui. L'année dernière nous a donné de bonnes nouvelles. Nous avons eu un rapport global qui a estimé en 2022 à peu près 7,5 millions d'individus étaient diagnostiqués avec la tuberculose, qui est vraiment le plus haut depuis 1995. Mais c'est également un témoignage de ce que nous avons pu détecter et intervenir assez tôt. Cela montre également une autre réalité. Des milliers d'autres personnes ne sont toujours pas diagnostiquées. Et d'après le rapport du Global TB, c'est à peu près 1 million. Maintenant, plus que jamais, nous devons développer et déployer des solutions de dépistage innovatives qui peuvent atteindre ces millions. Pour garder cela à l'esprit, aujourd'hui, nous allons discuter de l'innovation en action, accélérer le dépistage de la tuberculose dans les régions à faibles ressources grâce aux radiographies numériques et à la CAO. Diapo suivante, aujourd'hui, avec mon collègue de Delft Imaging, nous aurons des speakers de tout le monde qui vont nous rejoindre et qui vont partager leur
retours sur ce projet d'implémentation de la recherche de la tuberculose. Nous avons Richard Jones, donc le directeur médical régional d'International SOS, et Dr Yor Adouci Poku, directeur de programme au contrôle national de la tuberculose au service de santé du Ghana. Diapo suivante. Nous avons également avec nous Dr Alex Scott, donc Dr Rodney Elric, qui est rechercheur principal aux divisions de la médecine de travail et école de santé publique, et Alex Scott, qui est médecin rechercheur, Centre pour les infections pulmonaires et l'immunité à l'Institut pulmonaire de l'Université du Cap. Avant de commencer, notons quelques petites instructions. Ce webinaire est interprété simultanément en arabique, français, espagnol, russe et espagnol. Donc avant de commencer, assurez-vous que vous soyez dans la bonne chaîne. Mettez vos commentaires dans la section questions-réponses où notre équipe pourra y répondre. Sur cela, je voudrais inviter notre directeur d'unité de business, Florent Geertz. À toi. Merci Katia Yini et bonjour, bon après-midi à tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Comme Katia l'a mentionné, c'est le premier pour le premier trimestre de cette année. Je suis principalement intéressée, et je pense que beaucoup d'entre nous le sont, pour d'entendre nos speakers que Katia a présentés. Je veux faire avant quelques petits commentaires sur le rapport d'impact de 2023 que nous avons lancé. Nous avons donc, là c'est l'édition de 2023, c'est la troisième que nous avons publiée, comme vous pouvez le voir ici. Mes collègues mettront un lien également dans le chat pour que vous puissiez le voir vous-même. Je pense qu'il est important de savoir pourquoi est-ce que nous suivons notre impact en tant qu'organisation. C'est principalement sur des sujets qui sont la transparence, les performances vérifiées, la responsabilité. Nous voulons être aussi transparents que possible à tous nos partenaires et clients dans le monde sur ce que nous faisons, ce qui a été publié sur les différentes solutions, qu'est-ce que nos clients et nos partenaires autour du monde peuvent faire. Nous voulons également nous assurer d'avoir des performances qui peuvent être vérifiées. Si vous êtes au Bangladesh, par exemple, vous pouvez lire le programme par rapport sur le Bangladesh, voir la différente science ou les différents éléments qui viennent de Zambie. Également, une responsabilité envers nous-mêmes. Si vous regardez les précédentes éditions que nous avons publiées et que vous regardez sur des indicateurs de performance, si le client dit, voilà, c'est quelque chose que nous avons suivi avec lui, les obligations qui en sont ressorties, et également en tant que responsabilité nous-mêmes en tant qu'organisation, où nous en sommes. Je voudrais remercier notre équipe d'avoir mis cela ensemble, d'avoir travaillé dessus de manière très diligente et particulièrement avec nos partenaires et clients qui, avec leurs efforts et leur science, ont contribué à cela. Principalement, je voudrais que vous puissiez le lire pour vous-même, mais je voulais partager quelques petits éléments clés. Alors, petit résumé de ce que vous verrez dans le rapport. On a essayé de le faire aussi logique et complet. On a à peu près 130 pages, si je ne me trompe pas, mais on essaie d'organiser d'une manière que vous puissiez immédiatement aller dans un aspect qui vous intéresse le plus. Donc, vous avez une partie de notre impact avec quelques chiffres, quelques informations sur ce que nous faisons, par exemple, sur les différentes études, donc des cas de tuberculose active ou alors des populations vulnérables particulières en prison ou alors parmi les populations minières, ce que John parlera plus tard. Nous avons pas mal de politiques, également de nouvelles politiques et d'évaluations scientifiques par rapport au Radio X, et également ce que nous faisons au-delà de la tuberculose pour d'autres services de santé. Il y a pas mal de choses là-dedans pour vous montrer différentes images. Je ne veux pas passer trop de temps dessus sur chaque diapo pour qu'on puisse passer à nos orateurs, mais voilà pour vous donner une idée de ce que vous pouvez trouver. Vous avez un peu un impact, les différents indicateurs clés que nous avons suivis de notre côté, que les personnes ont pu atteindre grâce à nos solutions. Donc, les nouvelles solutions développées pour l'année, également, qu'est-ce que cela a pu apporter. Donc, les différents rayons X qui ont été dirigés par l'énergie solaire, les différents sujets.
peuvent être présentés là. Diapo suivante. Là, nous avons fait un impact, un petit résumé. L'année dernière, nous sommes étendus dans d'autres pays également, qui étaient de nouvelles implémentations pour nous. Nous avons travaillé avec beaucoup de clients avec qui nous avions eu l'opportunité de travailler pour continuer notre partenariat encore. Différents pays ont reçu des différentes solutions. Donc, différentes régions ont été présentées. Nous avons donc bien sûr, en bleu clair, là, nos différents bureaux. Je pense que ça, c'est une des parties les plus intéressantes et vous le verrez dans le rapport d'impact. Beaucoup des politiques et des recherches fondamentales scientifiques sur l'utilisation donc de cliniques mobiles pour voir en fait comment est-ce que cela a impacté. Par exemple, ici, vous voyez les cas de tuberculose, le rendement, comment est-ce que ça a impacté l'efficacité donc au niveau politique, au niveau numérique, et comment est-ce que cela a aidé les différents pays. On voit différents mots-clés, par exemple le PD, par exemple le TB, la tuberculose pédiatrique, qu'est-ce qui a été publié. Donc vous pouvez voir un petit peu ce rendement. Vous le verrez dans tout le rapport. Et vous pouvez voir donc de votre pays qu'est-ce qui est implémenté, et quelle est la validation scientifique et d'où elle vient. Beaucoup également de petits éléments qui viennent de projets, donc l'implémentation. Vous avez là l'expérience, différentes petites histoires clés. Par exemple, au Moyen-Orient, on a beaucoup travaillé avec IOM dans les années précédentes. Dans différents pays, on a travaillé avec Jordan, Irak, Syrie. On parle un petit peu en profondeur de qu'est-ce qui a été livré pour ces pays, qu'est-ce qui a été fait, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on a ça au niveau régional, mais si on va dans la diapo suivante également, dans beaucoup d'autres endroits, nous avons d'autres pays également, comme la Nigérie. Nous avons eu l'opportunité d'être en partenariat avec beaucoup d'organisations en long terme. On travaille donc, OK, on parle de qu'est-ce qui est déployé, qui travaille là-bas dans ce pays sur le terrain et qu'est-ce que l'étude montre en venant du pays, les résultats qu'ils ont pu avoir. Et nous voulons être également aussi transparents que possible et vérifiables que possible. Donc, nous essayons vraiment de présenter cette information ensemble de manière que vous puissiez vraiment retrouver toutes les informations principales. Là, les différentes voix de nos partenaires qui viennent donc des différentes séries de webinaires de 2023 où nous avons l'opportunité d'avoir de très bons speakers comme ceux que nous avons aujourd'hui qui partagent des exemples de leur implémentation, de leurs études. Donc, certains sont présentés ici dans le rapport. Une partie ici des personnes que nous avons formées dans le terrain. Nous avons à peu près 1000 professionnels de santé dans 34 pays. Et comment est-ce que ces formations ont été notées par les personnes sur le terrain? Donc là, si nous avons la satisfaction ainsi des clients, nous essayons vraiment de le mettre, d'avoir différents indicateurs de performance pour que on puisse être responsable et transparent là-dessus. Comme je l'ai mentionné beaucoup ici de zoom sur ce qui est fait, par exemple, sur la détection de cas actifs de tuberculose dans les différentes populations, par exemple ici au Bangladesh. Ces différents cas liés à bien sûr la culmination de tuberculose et de VIH. Vous pouvez le voir également dans le rapport. Et je pense, un des éléments préférés, pour ma part en tout cas, c'est l'engagement de la communauté à travers les différentes fondations. Une petite fondation, ils se concentrent non seulement sur la santé, mais ils sont spécialisés également dans le réseautage, principalement d'éducation, d'égalité, où nous avons différents projets faits en 2023, par exemple en Éthiopie et également au Ghana avec notre propre coding club qui travaille avec différentes écoles pour rendre les élèves enthousiastes sur le code et comment est-ce qu'ils peuvent potentiellement apprendre plus dans ce champ. Nous avons également des formations par un ingénieur médical au Ghana qui a soutenu également cela. Une autre personne également d'Allemagne, différents engagements dans différentes communautés. Donc, il est disponible bien sûr digitalement sur nos sites web. Nous avons différentes
différentes versions imprimées qui sont disponibles. J'en ai un là sur mon bureau. Je vais demander à l'équipe, elle enverra par la suite, elle enverra déjà le lien, je pense, dans le chat pour que vous puissiez regarder brièvement cela. Sur la page suivante, vous avez un code QR et le lien, mais vous aurez également le lien dans le chat et à la fin, un lien également. Ce sera le plus simple pour le voir. Diapo suivante. Donc, petite vision de 2024. On s'attend, bien sûr, on revient de 2023, d'après ce qu'on a vu. Ce qu'on continuera à voir, c'est un accent mis sur les rayons X portables et le 4x4 pour CB. Différentes organisations sont développées dans les Philippines. Par exemple, nous voulons aller dans d'autres endroits. Nous avons différents pays. Je serai en Chine également plus tard dans la semaine pour parler des rayons X portables. 2024, nous aurons également de solutions, donc CAD TB. Nous avons beaucoup de travail qui sera encore à faire sur le mécanisme de réponse du Covid-19 par rapport aux rayons X mobiles et stationnaires. Nous espérons donc voir plus sur cela. Une augmentation de nombre de nouveaux clients et de prospects qui travaillent pour la première fois avec des rayons X, mais également avec d'autres projets d'infrastructure. Particulièrement en 2024, nous avons différents... au Mozambique, par exemple, nous implémentons 54 rayons X mobiles avec l'intelligence artificielle. Donc, nous travaillons avec de nouveaux clients, mais également avec d'autres projets. Ces nouveaux clients donc commenceront donc avec ces rayons X portables, une poursuite de différents moyens de renforcement de capacité. Nous améliorons nos cours d'apprentissage en ligne. Nous avons de différentes formations de remise à niveau, ce qui poursuivent ce qu'on peut voir donc dans ce webinaire. Tout est disponible sur notre site web. Vous avez dans notre librairie, sur notre site web, à peu près 30 vidéos de speakers différents de tout le monde qui parlent donc des rayons X portables, de l'intelligence artificielle, de l'utilisation de cliniques mobiles. Donc, beaucoup de choses différentes que vous pouvez voir. On peut voir tout en ligne. Et de notre côté, la raison pour laquelle nous faisons ce rapport d'impact, premièrement, c'est pour continuer à avoir cette transparence et cette responsabilité et les performances qui peuvent être vérifiables, ce que j'ai mis en bas à droite ici. Si vous allez sur notre site web, vous cliquez sur Global Presence, vous pouvez voir là où nous sommes implémentés et les différents projets par rapport au dépistage de la tuberculose, parce que c'est notre spécialité. Donc, si vous y allez, vous verrez les différents déploiements qui ont été mis en place. Envoyez-nous un message si jamais vous voulez, si vous voulez plus de détails, on sera content de vous en dire. Diapo suivante. J'ai l'opportunité ici de présenter Dr. Richard Jones comme notre prochain orateur, qui est directeur régional médical en international SOS. Je crois que la dernière fois, notre séminaire était en personne en Indonésie. Merci d'avoir pris le temps également de participer dans ce webinaire en ligne aujourd'hui. À toi. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je devrais commencer en expliquant clairement, je ne suis pas un expert de la tuberculose et ma participation ici aujourd'hui, c'est plus lié pour vous raconter un petit peu mon histoire de comment est-ce que nous avons travaillé dans un environnement où la tuberculose est peut-être la mieux décrite comme étant une maladie négligée, qui est très importante, mais qui malheureusement est mise de côté et mise sur l'ombre. Et donc, alors que nous émergeons du Covid, nous avons eu l'opportunité de réimaginer comment est-ce que nous faisions ces dépistages de manière un peu plus large et de manière assez spécifique pour la tuberculose en particulier. Donc, c'est là que nous avons commencé notre recherche avec ce système. Donc, on va voir un petit peu ce que notre diapo fait. Je vais partager
Donc, je ne vais pas m'arrêter sur ce que nous faisons en tant qu'organisation internationale SOS. Nous sommes vraiment une entreprise globale. Je vous montre un peu les différentes statistiques. Ils sont présents. Je vous les partagerai bien sûr sans souci. La prochaine. OK, par rapport au temps. Donc, la tuberculose, comme je pense que nous... Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est une de ces maladies qui, je le crois, la plupart des gouvernements, malheureusement, ont vraiment un impact, particulièrement en Inde, en Asie du Sud-Est et en Indonésie, là où je pense que la majorité du fardeau tombe, malheureusement. The idea to sit with our mining clients and begin to map out what some of these challenges that the mining industry face would look like. I'm just going to highlight a few of these. The idea that COVID brought very sharply into focus is that respiratory diseases love density, and the mining industry is certainly an industry where you find a lot of that. So it's in accommodation, it's in shared transport, it's in shared, under or overground work environments. But it's also the idea that very often employees would, have the opportunity to spend a month or 6 weeks on site and then demobilize for a field break back to their families. And so, it further complicated the picture that we looked at, where we very often had to live with the idea that diseases would be brought to the mine, and the mine, whatever diseases you acquire on the mine would then be equally, brought back home. Next slide, please. So just on the previous slides before, so sorry, I need to go back just to say that obviously working on remote sites, where I think when resources were deposited, somehow they seem to all be deposited in remote or ultra remote environments. And of course, as mining industries developed, because of the investment and because of the opportunities, communities just naturally started to appear around these mining communities, which then further complicated the picture, because it's not something dealing with communicable diseases. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas lien avec les différentes maladies, quelque chose qu'on peut voir dans ces sujets. Parfois, il faut imaginer comment, lorsqu'on parle de certains de ces défis, particulièrement sur la tuberculose et certaines des autres maladies qui sont négligées, on peut également parler à ces communautés en dehors de ce cadre particulier. Pour vous montrer un peu le fardeau en Indonésie, la diapo suivante, pour vous montrer un petit peu la distribution par âge. À nouveau, c'est dans cette industrie minière. Nous avons donc les tsunamis qui sont présents. La majorité de la force ouvrière, c'est des personnes qui sont dans la quarantaine, cinquantaine. Et c'est ce que nous voyons dans l'industrie également dans l'industrie qu'on voit dans l'industrie du gaz également. Là, nous voyons dans cette industrie minière, dans la majorité des cas, cela. Et à nouveau, pour souligner, pour faire le point que la sensibilité aux médicaments par rapport à la tuberculose, lorsqu'on regarde à la distribution, pour la résistance donc à ces ouvriers, c'est très forte. Lorsque nous mettons cela en avant, il est très clair que nous avions besoin d'une stratégie complète pour commencer à parler du fardeau de la tuberculose, particulièrement en Indonésie, dans l'industrie minière. Et cela a vraiment résonné avec le gouvernement de l'initiative propre à l'Indonésie, qui était une initiative assez agressive pour essayer donc de parler de cela un peu plus largement, également dans l'environnement, particulièrement donc d'Indonésie. Bien sûr, on ne peut pas commencer à éradiquer quelque chose comme la tuberculose, à moins de pouvoir trouver
la tuberculose et où elle se trouve exactement. Il me semble pour moi que cela est venu, ils sont venus très loin, de très loin pour égaliser un peu tout cela. Bien sûr, nous traitons de certains des défis qui sont liés à cela. Donc, rapidement, je vous présente un petit peu ce que nous avons pu présenter, notre cas principal ici, notre modèle basique d'approche pour commencer à répondre au modèle de la tuberculose dans l'industrie minière et bien sûr pour présenter, pour rendre les gens conscients et éduqués par rapport à cela. Et montrer aux entreprises quels sont les défis pour essayer de cadrer un peu la conversation et leur montrer ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, par exemple, les défis rotationnels que nous pouvons rencontrer et l'idée que la tuberculose, ce n'est pas sur l'agenda de tout le monde. Lorsque la saison de l'influenza ou par exemple d'autres maladies, on va voir le docteur ou si on a une toux chronique, malheureusement, le problème n'inclut peut-être pas la tuberculose jusqu'à ce que ce soit peut-être trop tard. Donc, il est important de le détecter assez tôt. Différentes mesures de contrôle, on le voit. Donc, des examens de santé réguliers, c'est là où nous pouvons trouver une opportunité dans cette industrie minière d'avoir des surveillances, des examens de santé annuels réguliers qui sont obligatoires. Et ça, c'est une opportunité que nous avons vue, non seulement en Indonésie, mais également de manière plus large dans les entreprises, de penser à comment est-ce que nous pourrions introduire ces mesures de manière plus consistante pour montrer aux entreprises minières qu'elles peuvent faire partie de la solution sans dépenser encore plus d'argent là-dedans. Donc, ils sont vraiment engagés à faire ces examens de santé réguliers pour comprendre comment est-ce que nous pouvons mieux armer ces données qu'ils récupèrent et savoir comment nous gérons donc cette tuberculose. Ok, ah voilà, ok. Donc, à nouveau, la plupart des environnements miniers peut-être répondre à cela parce que très souvent, ils doivent planifier leur propre stabilisation, leur propre service médical sur site. Parfois, c'est très basique pour la stabilisation, le triage. Les patients sont déplacés et souvent, on trouve que avec toutes les ressources, ils n'ont pas forcément toutes les ressources. Donc ensuite, c'est devenu un sujet, donc comment former, comment renforcer les capacités pour s'assurer que ce soit, ça peut être mis à l'échelle et répété. Au niveau également en termes de langue, de culture et de sensibilité. Soutien et engagement des employés. Bien sûr, il est logique que différents syndicats peuvent faire partie de ce schéma et créer des initiatives où le bénéfice n'est pas seulement pour les entreprises, que ce retour sur l'investissement doit être central à toute cette conversation. Je trouve que c'est ce qui crée souvent des portes ouvertes pour qu'on puisse avancer de l'avant lorsque les entreprises comprennent le retour sur l'investissement qui peut en venir et la productivité également qui peuvent en revenir, la réduction des coûts également pour la santé des employés. Ensuite, nous avons la collaboration avec les parties prenantes. Nous avons donc différentes questions donc, sur le VIH, sur la tuberculose qui sont consistants et qui sont présents pour les deux. S'assurer que ces employés comprennent qu'on a les soutiens, qu'on a le matériel et le soutien pour les accompagner. Les parties prenantes sont également importantes. On va avancer vers les données, donc s'attaquer aux déterminants sociaux. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un point sur lequel nous devons vraiment être actifs, particulièrement lorsqu'on parle de certaines
des environnements en dehors donc en dehors directement des endroits qui vivent autour des entreprises minières. Donc, regardez un petit peu plus largement sur cela. Suivi et évaluation, à nouveau, ça fait partie de ce que nous faisons. Si vous regardez, on suit, on évalue un petit peu les maladies. Bien sûr, nous, recherche et innovation, pour nous, c'est là où nous avons l'opportunité de faire une pause et de regarder. Et nous sommes contents de pouvoir trouver CAT for TB parce que ça a vraiment changé notre perspective. Le seul commentaire que je ferais sur cela, c'est que malheureusement, tous les docteurs ne sont pas Oui, nous avons des docteurs, mais nous n'avons peut-être pas, ils ne sont peut-être pas formés à lire donc les résultats forcément. Donc, en donnant ce soutien en plus, ça aide vraiment pour que toutes les images ne soient pas forcément n'aient pas forcément à être analysées à fond. Dans cette étude de cas ici, nous voyons, vous pouvez le voir ici, il y a une bonne raison pour laquelle nous voyons ces différentes fluctuations. Nous avons suivi le tuberculose dans cette force ouvrière minière. Nous avons eu 30 000, donc 30 000, c'est un site donc de minier assez important. Vous pouvez voir donc la ligne en haut. C'est donc l'impératif qui est présent en dehors des sites miniers. Et alors qu'il grandit, bien sûr, la tuberculose comme étant un des fardeaux. Change en fonction de ce que nous pouvons faire sur les différents sites. Bien sûr, vous pouvez voir les défis sur le Covid, où nous luttions les maladies, mais une autre maladie, bien sûr, et que c'est revenu après par la suite. C'est un peu un défi après le Covid. Nous sommes de retour, je suis content de le dire. Next slide, please. So yeah, so you can see this is Donc là, vous pouvez voir, c'est en fait rapidement nos statistiques que nous avons vues parmi ces 30 000 employés présents. Nous avons eu donc les mains pleines de nouveaux cas de dengue, 12 par semaine qui étaient présents. Donc, je voulais vous montrer un petit peu comment la détection, à quoi ressemble la détection. Donc ça s'explique par soi-même. C'est ce que j'ai mentionné plus tôt. Donc, la tuberculose latente, c'est un des cas que nous pouvons voir. Et ça nous aide que dans les pays en Indonésie, la tuberculose latente est devenue un point de traitement très défini. Donc, on peut stratégiser ces individus et entre ceux qui sont entre différentes personnes qui sont au risque bas risque. Donc, je vais utiliser la diapo suivante pour montrer nos chiffres. Donc, voilà ce que nous avons pu faire en 2023 avec notre CAD 4TB. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que les différents cas que nous n'aurions peut-être pas détectés, nous avons travaillé dur avec nos docteurs pour s'assurer d'améliorer la capacité à avoir un index de suspicion de tuberculose, ce qui est très souvent présenté comme étant des défis. Donc, peu importe ce que nous avons en tant qu'index de suspicion pour un groupe d'exposition, donc, on les aidait à mieux regarder les résultats. Donc, là, vous pouvez voir que ce n'est pas seulement les résultats présents donc, sur les graphiques. Cela nous a aidé à trouver donc, des cas actifs de tuberculose. Nous en avons eu 22 qui étaient asymptomatiques, qui
Il y aurait été bien sûr des cas très certainement qui auraient été envoyés dans des cas qui auraient été causés donc des problèmes et auraient causé d'autres personnes à être infectées. Donc récemment, nous avons ajouté le CAD pour la tuberculose pour nous aider à interpréter ou mettre notre limite en termes de suspicion pour présenter ces cas, et particulièrement dans un environnement minier. En termes de conséquences. C'est beaucoup d'informations, désolé, je voudrais partager ce petit voyage rapidement. Je vais m'arrêter ici et remercier à Delft pour ces 12 mois de différences réelles qui ont été créées pour nous dans notre environnement, alors que j'ai l'honneur de gérer beaucoup de régions minières. Ma priorité en 2024, c'est maintenant de prendre cette technologie dans les autres sites miniers pour après avoir d'autres défis. Donc, j'espère, grâce à cela, on va pouvoir avancer. On n'y est pas encore, mais merci parce que je sais qu'on va pouvoir y avancer. Merci à tous. Merci, Dr. Jones. Nous sommes contents de pouvoir vous aider autant que possible. On va pouvoir avancer maintenant. Nous avons Dr. Ya Adouci-Poku, le manager du programme du National TB Control au service de santé du Ghana. Il va parler de l'accélération de la recherche de cas de tuberculose, dépistage dans les populations clés et TPT au Ghana. Bonjour, bienvenue Dr. Adouci-Poku. Merci beaucoup Katia. Et merci à tout le monde. Alors, je voudrais dire, et je suis très content de dire que le Ghana a été un pionnier dans les réunions Delft et dans CAT4TB, cette utilisation de CAT4TB. Ça a vraiment aidé le Ghana aujourd'hui. Donc, diapo suivante. C'est vraiment en fait l'utilisation de CAT4TB et du rayon X numérique et digital. Nous avons différents groupes. Donc, dans différents groupes, le centre ART. Comment est-ce que le Ghana, donc, a commencce cette thérapie donc, de traitement préventif de la tuberculose, donc TPT, mais avec l'introduction de ce rayon X digital, nous étions mieux équipés pour présenter ce traitement préventif de la tuberculose. Et je vais vous montrer les résultats. Voilà. Donc, nous avons eu une meilleure capacité à exclure la tuberculose active. Donc, nous avons ajouté ce programme TPT. En 2021, nous avons développé nos lignes guidantes pour la prévention de la tuberculose. Et on l'a mis en place dans 10 hôpitaux régionaux avant d'être étendu au niveau national. Cela a été une collaboration entre le service de santé du Ghana, l'Institut Orion-Rome, qui nous a donné les médicaments, le Bureau national de l'OMS au Ghana et le WARN-CARN, qui sont donc des scientifiques de la tuberculose. Donc, les points clés de la politique étaient les suivants. Premièrement, nous avons incorporé notre procédure d'approche en utilisant donc ce dépistage des contacts tuberculeux. Nous avons des critères d'éligibilité, nous avons des options de traitement. Et là, nous avons commencé d'abord avec, nous l'avons conduit et introduit à travers d'autres éléments. Nous avons vu les éléments indésirables et les achèvements de traitement. OK. À gauche, donc, nous avons notre algorithme pour la facilitation donc, de cela et un autre pour le traçage de contacts.
À droite, vous voyez donc les différents éléments que nous avons. OK. En suivant donc ce schéma, on a évolué dans 16 régions, dans 261 districts. On a débuté à partir des établissements. OK. Nous avons donc utilisé nos rayons X digitaux avec le CAO. Ça a été très utile d'avoir eu ces formations pour donc les docteurs, les médecins généralistes, pour comprendre un petit peu, d'avoir des tests et de faire des tests un petit peu avec différents éléments. OK. Le but de ce pilote à cette époque, c'était de faire des dépistages systématiques de patients qui vivaient avec le VIH. Nous avons donc le lieu. Plus tard, nous avons eu également Delphlight que nous mettions sur notre dos, ces cartables que nous mettions et que nous allions dans les communautés. Le deuxième but, c'était de mettre en place la faisabilité de l'initiation des personnes vivant avec le VIH sans tuberculose active au traitement préventif de la tuberculose. Le premier orateur a mentionné ceux qui vivaient donc avec la tuberculose. Pour nous, on a 2% de taux de tuberculose. Et ce taux, en utilisant le rayon X, donc c'était 26%. Ensuite, nous avons 28% pour ceux qui étaient en confirmation bactériologique. Nous n'avons pas besoin de rayon X, bien sûr, pour remplacer ou pour introduire la thérapie préventive de la tuberculose. Mais ça, c'est les résultats qui nous regardent, en fait. C'est-à-dire qu'avec l'introduction de rayons X digitaux, cela nous aide beaucoup en tant que pays. Donc, nous avons étendu en 2020 cela pour inclure les contacts des patients atteints de tuberculose. Il nous a fallu renforcer les capacités de personnel virtuellement à cause du Covid. Et ensuite, nous avons introduit le 3HP. Et ensuite, nous avons pleinement transitionné de 3HP à 6HP, 6H. Donc là, si on va dans les nouveaux clients qui sont positifs au VIH, on voit les résultats sur lesquels nous essayons de nous améliorer, sont les résultats là qui sont présents. Et ensuite, nous avons l'inscription donc au traitement préventif de la tuberculose parmi les personnes en contact avec la tuberculose. Là, nous indiquons également que les contacts étaient 48,3%, avec de nouveaux clients de VIH qui ont donc commencé la TPT. 30%, on essaie d'améliorer cela. Mais c'est deux contextes différents, bien sûr. Donc, nous avons eu des défis. Un des défis, c'est que nous avons 71 rayons X digitaux par rapport à 261 districts. Nous avons eu des défis également avec la capture de données. À partir de là, donc, nous avons placé des rayons X digitaux dans des endroits à fort volume. La stratégie pour 2024 est la suivante. C'est d'introduire l'élément de hotspot. Ça veut dire quoi? Les options donc, de rayons X ne sont pas forcément disponibles tout le temps. Par exemple, il y a des provinces, des éléments. Et il y a des communautés également minières. Des endroits qui sont difficiles à atteindre. Nous travaillons avec des ONG. On a ce qu'on appelle la planification communautaire de services. On a cartographié tout cela pour ensuite déplacer
nos rayons X numériques pour s'assurer qu'ils puissent être présents dans les différents établissements, être présents, les contacter et les enregistrer afin que nous puissions avoir de très bons systèmes d'adresses. On peut ainsi les dépister à la fois avec le rayon X numérique et avec le CT scan. Ça, c'est vraiment ce point de dépistage des points chauds, des points forts en termes de communauté, avec de grands nombres de cas qui sont présents, quelle est la population, et ensuite on fait des proportions. Diapo suivante. Donc, on va utiliser ce concept comme je l'ai présenté. On va renforcer les capacités pour notre équipe de santé. Et ensuite, nous améliorerons notre rapport en utilisant notre e-tracker. OK. Je voudrais, de la part de ceux qui bénéficient de nos rayons X, de notre dépistage et de nos rayons X, voilà ce pourquoi ils veulent vous remercier. On ne connaît jamais votre impact, vous ne connaissez jamais votre impact jusqu'à ce que vous voyez le sourire très loin. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce qui nous manque dans la vie? Si ceux qui sont dans le besoin ne peuvent pas avoir accès à nos services, il nous faut alors de l'innovation pour que nos rayons X digitaux soient envoyés à ceux qui en ont besoin. Je veux remercier toutes ces différentes personnes, le ministère de la Santé au Ghana. Je veux remercier donc le gouvernement Dutch qui nous a permis donc d'avoir tous ces éléments. Le bureau également de l'OMS, l'Institut Orom, l'USAID, Global Fund, et donc le réseau de tuberculose de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Merci, docteur Yodosipoku. Tu as bien présenté ce que tu as bien présenté. Je pense que personne ne pourrait plus le dire. En effet, on ne voit l'impact que lorsqu'on voit les sourires des personnes. Pour avancer, je voudrais inviter docteur Alex Scott. Il est officier de médecine de recherche au Centre de l'infection du pulmonaire et de l'immunité à l'Université de Cape Town. Aujourd'hui, il va parler de l'optimisation de la recherche active de cas de tuberculose par experts grâce à la radiographie numérique et à la CAO. Merci beaucoup. Adelph, merci pour cette opportunité de présenter à ce forum. Je voudrais mettre ma caméra et vous dire bienvenue à tout le monde pour que nous puissions nous voir face à face. Alors, diapo suivante. Donc, ici, nous avons mentionné, même si nous avons avancé, comme c'est mentionné dans le rapport de tuberculose globale de l'OMS en 2023, il y a malgré tout un grand trou en nombre de personnes qui sont diagnostiquées ou ceux qui sont rapportés. Donc, des 10,6 millions qui sont estimés, il y a à peu près une personne sur 3, et c'est un très grand nombre. Donc, c'est-à-dire que ça fait 3,1 millions globalement qui ne sont pas diagnostiqués. Et s'il nous faut les trouver, il faut une recherche active et des outils vraiment forts pour implémenter des stratégies pour trouver cette tuberculose. Un des aspects de notre stratégie aujourd'hui pour essayer de trouver cela, c'est de faire sortir le diagnostic de la clinique et le mettre dans la communauté. Là, c'est ce qu'on appelle chercher les millions qui manquent. Donc, on a ces transmissions qui sont conduites vers la communauté. C'est plus important c'est plus important parce qu'il faut considérer que la moitié de la tuberculose est subclinicale. Et donc, la tuberculose, elle est prouvée, présente, mais elles ne sont pas asymptomatiques. Donc, c'est un sujet très important, la tuberculose aujourd'hui.
Et donc, il y aura une définition. Je pense pas qu'il y a des définitions claires en ce moment sur ce qui est considéré comme symptômes, particulièrement symptômes liés aux symptômes donc, de l'OMS, par rapport à d'autres symptômes comme le manque de souffle, etc. Donc, je pense que c'est important, un sujet important. Peut-être pour une présentation différente, pour voir donc la tuberculose subclinique. Mais je pense que c'est crucial pour nous de trouver les individus qui ont la tuberculose subclinique. Ce que nous avons pu faire dans notre unité au centre donc d'immunité et de recherche pulmonaire, avec beaucoup de collaborateurs, c'est nous avons développé un modèle que nous avons noté comme expert oriented active case finding for TB. Et il a été présent depuis après une dizaine d'années. Nous avons essayé d'établir des stratégies pour trouver des cas actifs, pour amener ces cas dans les communautés. La première étude a été conduite en 2011 à 2015, donc qui est l'étude exacte 1. On voulait montrer le concept. Nous avons établi ou conduit une recherche contrôlée où nous avons montré un point de soins avec des experts dans un camion avec un générateur, et nous avons dépisté 4500 personnes en Afrique du Sud et au Zimbabwe, et nous avons trouvé que c'était très important, une stratégie très importante. Nous avons détecté qu'à peu près 9% de personnes qui avaient la tuberculose ou le VIH, et cette étude a été présentée en 2017. Ensuite, nous avons pris ce modèle un peu plus loin, et nous voulions démontrer l'efficacité d'un modèle évolutif, portable et mobile, où nous pouvions aller dans ces communautés qui sont chargées par la tuberculose. Et dans ces deux études, qui a été conduite de 2016 à 2020 et récemment publiée dans Nature Medicine, nous avons trouvé que 5200 personnes dépistées ont augmenté notre taux de détection et ont permis de voir donc des personnes qui avaient de la tuberculose probablement infectieuse. J'en parlerai plus tard, parce que comme la tuberculose, on n'a pas de définition claire sur forcément ce qu'est la tuberculose probablement infectieuse. J'y reviendrai donc. Et donc une étude en cours, qui est l'exact 3, a essayé de valider la faisabilité et l'impact du modèle évolutif de ce modèle exact. Et c'est une étude qui est encore en cours, comme vous pouvez le voir. Nous avons rapidement dépisté environ 17 000 personnes dans 4 pays de l'Afrique du Sud. Et ce sera là une étude importante pour montrer que ce modèle est à la fois faisable et a un impact fort pour détecter la tuberculose et probablement également la tuberculose infectieuse. Donc, nous savons qu'il y a eu des progrès rapides dans le dépistage radiologique de la tuberculose. Il a vraiment évolué du système analogue au système calculé, au système digital aujourd'hui. Et même à travers ces avancées, il y a malgré tout des éléments qui ne sont pas bons. Nous avons donc différentes variabilités qu'il faut voir également l'exposition à la radiation, qui doit être considérée lorsque nous implémentons cela dans toute stratégie de recherche de cas actifs. Mais nous sommes vraiment contents. Je pense que toute la communauté est excitée et contente par rapport à l'avancement de la technologie numérique a été tellement rapidement et tellement vite que nous avons donc des radiographies thoraciques ultra portables et la détection assistée par ordinateur. Très rapidement, je sais que ça c'est un webinaire Delft, mais pour tout le monde, nous savons que CAT, c'est un système donc qui utilise votre réseau et qui cherche donc ces anormalités présentes. Elles sont notées comme étant soit de la tuberculose, soit non. C'est présenté comme un score d'anomalité dans
cas de 4 Fortibé, c'est jusqu'à 120. Et donc, vous avez ces différents critères qui peuvent être donc avec une limite précalibrée. Donc, même si les rayons X sont très simples, il nous faut malgré tout des confirmations microbiologiques pour s'assurer et confirmer le diagnostic de tuberculose. Par exemple, en Afrique du Sud, les niveaux de tuberculose sont très hauts. Cela ajoute également de la complexité lorsque vous avez un niveau également très haut de VIH, parce que le VIH peut avoir des éléments similaires à la tuberculose. Donc cela nous pose la question. Nous savons que des experts dans cette communauté ont un diagnostic qui est imparfait. Dans nos 2 études précédentes, nous avons montré la sensibilité qui était à peu près à 50% dans cette tuberculose. Nous avons des individus donc avec des radiographies positives, mais qui sont négatives au niveau microbiologique. Donc, on veut montrer qu'il y a des patients qui tombent dans ce groupe où la radiographie est positive, mais est négative lorsqu'on vérifie au niveau microbiologique, mais qui plus tard, des années plus tard, développeront la tuberculose. Il y a d'autres questions également à ajouter. Quel est le rôle de la CAO et comment est-ce qu'il rentre dans un cas de recherche de tuberculose active? Est-ce que c'est faisable? Nous avons conduit, premièrement, une révision systématique pour essayer de trouver quel était le diagnostic et la précision diagnostique en Afrique. Nous avons eu plusieurs publications et ça a été établi que le CAD, que le CAO est très précis, mais la plupart de cela a été fait dans des cas de recherche passive, c'est-à-dire des individus qui avaient déjà des éléments. C'est une population très différente. Des caractéristiques différentes pour la population. Lorsque nous croyons que beaucoup de transmissions ont été mises en place. Et donc, nous avons trouvé dans notre recherche systématique que l'OMS avait présenté des profils. On était à 90% et 70%. Cependant, de toutes les études qui ont été faites, il y avait un niveau élevé de biais et de préoccupation, donc de préoccupation sur le fait que ça correspondait pas. Il y avait beaucoup d'études de stratégie, de recherche de stratégie pour mitiguer le coût, les ressources, et malheureusement, cela, il n'était pas possible avec cela de manière microbiologique de tester tout le monde. Donc, généralement, ce qui se passait, c'est qu'on ne testait que ceux qui avaient des symptômes ou ceux qui avaient un rayon X étrange lu par un analyste, donc CAO ou un expert. Et donc, notre projet principal ici, pour avancer, c'est Exact-19. Et je voudrais passer quelques minutes pour décrire un petit peu notre étude, notre projet qui est actuellement en cours. Diapo suivante. Donc là, il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est un résumé de notre étude. Je veux très brièvement vous montrer le but et les aspects de l'étude que nous voulons inclure. Nous avons incorporé une évaluation, donc une évolution au hasard qui peut optimiser ce modèle. On peut voir dans la diapo que nous sommes dans 3 pays d'Afrique du Sud et nous faisons une recherche de cas donc, actifs. Nous scannons différents patients pour inclure des individus à risque élevé. Et nous croyons que les individus à risque élevé, c'est pas juste, ne sont pas juste positifs au VIH, mais il y a d'autres risques, tels que le diabète, l'histoire de tuberculose précédente. Nous incluons ces patients également
dans l'évaluation donc au hasard, hein. Nous voulons voir également la valeur du CAO pour eh bien, dépister des personnes qui n'ont aucun problème, qui sont en bonne santé. Bien sûr, nous parlions de manière assez proéminente de la tuberculose en ce moment. Nous avons eu également un aspect de Covid-19, hein, là où le cas a commencé, le projet a eu beaucoup de délais. Mais nous nous concentrons également sur comment d'autres outils tels que Catch4Covid peuvent aider dans cette recherche de stratégie. Très rapidement, on se concentre donc sur le RCT. J'ai mentionné donc les différents groupes ou les groupes à haut risque qui, nous le croyons, sont des groupes d'individus assez importants à tester et à vraiment comprendre l'impact que CAT peut avoir dans ces communautés qui ont peu de ressources et qui ont de grands risques. Donc, nous avons des participants positifs, soit avoir un expert CAO, et d'après les différentes études donc nous avons des experts qui donnent donc un diagnostic de confirmation pour si oui ou non c'est positif, par rapport donc à avoir un expert uniquement. Nous voulons voir comment est-ce qu'un triage basé sur le CAO peut être utilisé avec les experts. Est-ce que ça a un rendement beaucoup plus élevé? Est-ce que c'est plus rentable au niveau du coût? Et nous avons prédit que CAO va sélectionner des personnes qui sont pour lesquelles il est plus possible d'avoir le tuberculose, et donc voir quel est le résultat au niveau de l'expert. Notre résultat principal de cette étude, c'est vraiment la détection liée au temps. Nous avons choisi cela pour avoir une sensibilité assez claire dans cette détection. Et ainsi, dans cet algorithme, non seulement ça améliorera sa sensibilité, mais réduira également les ressources chères à une échelle pour une échelle beaucoup plus petite et plus concentrée sur des participants qui ont plus tendance à avoir la tuberculose. Donc là, c'est un peu un service qui est mis en place en Zambie. Et à droite, donc, c'est fait à Cape Town également. Là, nous utilisons, comme vous pouvez voir, le Delft Ultra, système donc ultra porté que nous pouvons mettre en place n'importe où, en gros, dans n'importe quel endroit, avec le détecteur qui est donc attaché. Et vous pouvez voir à l'arrière-plan à gauche l'ordinateur et le CAO qui est présent. Tout est utilisé tout fonctionne par batterie, ce qui le rend plus facile à cibler les individus dans les communautés qui transmettent certainement les maladies et qui font partie de ce million qui manque dans les communautés. Alors, très brièvement, je voudrais vous montrer quelques petites études de cas sur comment est-ce que cela peut impacter la communauté et les individus plus largement. Là, nous avons un homme de 37 ans qui est complètement asymptomatique, a des antécédents de tuberculose, mais est négatif au VIH. Il était négatif à expert et SMIR négatif également. Là, on peut voir que c'est son rayon X qui est normal. Et CAO, Cat4TB, là, voilà l'analyse du Cat4TB qui, le score est 21,72. Et sa culture, après plusieurs semaines, revient positif. Et un de nos buts, c'est de conduire également mieux comprendre les valeurs discriminatives. Donc, même s'il avait une radio assez claire, sans problème, avec un score assez bas, il avait sur ce test, il était positif. La diapo suivante, femme de 35 ans, asymptomatique, sans antécédent de tuberculose, séronégative, en bonne santé.
son expert est revenu positif comme étant très bas et le SMIR était négatif. Donc là, on peut voir que le rayon X était nommé comme ayant une tuberculose positive. Là, on peut voir que 4 par TB est beaucoup plus élevé. On peut voir ici sur la carte. Il montre également des abnormalités qui suggèrent la tuberculose. Et là, sa culture est revenue positive également. Et on peut voir à nouveau différents nodules cavitataires apicaux bilatéraux et des cavités à parois épaisses dans le lobe inférieur à gauche. Ces 2 cas sont des exemples de personnes qui sont asymptomatiques et en bonne santé, qui sont des exemples bien sûr, de tuberculose infectieuse, parce que nous savons que c'est un proxy pour les infections, qui peut-être n'auraient pas été voir des centres de santé et qui n'ont pu être détectés que par des recherches dans les communautés. C'est-à-dire, c'est notre stratégie. C'est vraiment important, non seulement pour les communautés, pour les politiciens, mais également pour les individus et les familles qui sont dans la communauté, qui transmettent des maladies, potentiellement, sans être eux-mêmes diagnostiqués. Bien sûr, il y a des défis pour implémenter une telle étude, cette telle largeur. Bien sûr, c'est les approbations réglementaires. C'est une première étude qui inclut donc dans notre pays ce rayon X numérique, donc digital. C'est souvent très cher, mais je pense que le bénéfice dépasse le travail administratif pour s'assurer que ces outils soient utilisés de manière régulatoire et qu'ils puissent être donc implémentés de manière pragmatique. Nous avons également des défis liés aux patients, bien sûr une population vulnérable, et bien sûr ce sont des problèmes liés à la perte de suivi, donc qui sont très chers. Et donc en Afrique, nous avons un niveau de VIH qui est très élevé. Même si des études ont été faites, ils sont malgré tout stigmatisés. Et ce sont des considérations importantes à avoir. Nous avons également des problèmes, des difficultés à la suivi et l'utilisation de traitements. Donc ce sera pour une prochaine présentation, on pourra parler de cela un peu plus longuement, qui est donc aux problèmes liés aux patients de la communauté. Pour détecter ces patients, c'est une chose, mais comment s'assurer qu'ils soient bien suivis, que le traitement soit initié, que le traitement soit utilisé au cours de différents mois. Et bien sûr, il y a des aspects techniques également. La formation doit être conduite dans un projet tel que celui-là. La formation doit être sur tous les sites. Il y a des expositions aux radiations, mais nous avons des études qui montrent toutefois que les niveaux sont très faibles, les niveaux de radiation sont très faibles. Cependant, il est important de considérer cela malgré tout. Particulièrement, un autre aspect pratique, ce serait d'avoir des tests de grossesse qui soient conduits avant qu'un rayon X ne soit mis en place. Ce sont des choses importantes qui pourraient sembler logiques, mais lorsqu'on le fait sur le terrain, il faut y réfléchir. Le système donc de radiographie lui-même, nous avons le système le plus ancien. Delft a fait vraiment des tests, des travaux merveilleux pour faire avancer le Ultra pour qu'il puisse avoir moins de câbles, moins de systèmes de chargement, des connexions hors ligne, etc. Et nous avons hâte de continuer à travailler avec Delft sur de nouveaux éléments. Nous avons également trouvé, avec le nouveau système du Delta, qui a moins de problèmes, parce que dans notre cas, nous avons beaucoup de patients grands qui causent parfois des erreurs, qui peut-être pourraient être liées donc à l'IMC, l'environnement, etc. C'est quelque chose que nous considérons, c'est quelque chose que nous avons discuté avec Delft également. Et c'est très important, des informations très importantes pour l'entreprise en particulier, pour qu'elle puisse avoir, que ce soit souligné pour que ça puisse être discuté pour les prochaines utilisations. Finalement, pour finir, je veux présenter certaines des forces dans notre projet, qui bien sûr, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est que nous contribuons à des données importantes et nouvelles sur l'utilisation pragmatique
des radiographies ultraportables et de la CAO lors de la recherche active de cas dans la communauté. Nous voulons détecter non seulement la tuberculose active, mais la tuberculose subclinique et de la tuberculose probablement infectieuse dans la communauté, qui est assez élevée dans notre communauté. Ce qui est important également, c'est non seulement travailler avec les patients, travailler avec les institutions, mais également travailler avec les individus sur le terrain, non seulement les patients, mais également ceux qui vivent autour de ces personnes. Nous engageons ainsi beaucoup de choses avec nos leaders communautaires, nos conseils consultatifs communautaires qui nous donnent de bonnes informations et de l'assistance pour localiser soit ces endroits chauds de tuberculose, mais également pour localiser, par exemple, les membres de familles qui seraient dans un contexte particulier, qui seraient compliqués à atteindre. Il est très important, donc, d'avoir cette connaissance. Et également, fournir des informations essentielles aux stratégies de dépistage et aux programmes nationaux de lutte contre la tuberculose pour améliorer les politiques et les pratiques. Il y a un écart important, malgré tout, dans le fardeau mondial de la tuberculose. Nous savons qu'il y a 1 personne sur 3 qui n'est pas diagnostiquée ou déclarée. Mais il y a eu des avancées majeures en matière de dépistage radiologique grâce au système de radiographie ultraportable et la CAO. Nous croyons qu'en optimisant le modèle exact, par exemple, qui utilise ces outils, ça pourrait être une stratégie clé pour détecter la tuberculose et interrompre la transmission de la maladie au sein de la communauté. Et bien sûr, c'est toujours un effort d'équipe. Donc, je suis là pour ce site en des directeurs. Nous avons d'autres sites au Zambie, professeur Ella Nails et docteur Junior Matwanga du Zimbabwe. Et également nos collaborateurs qui sont présents, qui vérifient tout ce projet. Bien sûr, toute l'équipe de recherche, les partenaires, les collaborateurs, les participants et les financeurs, qui est IDCP2, ce programme, bien sûr, sans lequel ce ne sera pas possible. Merci beaucoup pour votre attention et je suis content de prendre des questions à la fin. Thank you, Dr. Scott. It was very insightful. Merci, Dr. Stott, c'était très intéressant. Petit rappel à tout le monde avant de présenter l'orateur suivant. Mettez vos questions dans la question-réponse pour que non seulement ils puissent vous répondre directement, mais également les reprendre à la fin dans la session questions-réponses. Maintenant, on va pouvoir avancer. Le dernier, je voudrais inviter professeur Rodney Elric, qui est également de l'Université de Cape Town. Il est le chercheur principal de la division de la médecine du travail, l'école de santé publique. Et aujourd'hui, il va parler de surmonter les obstacles à la mise en œuvre de la détection assistée par ordinateur et de la silicose et de la tuberculose. Bienvenue, professeur Rodney Elric. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Ces 3 présentations ont été une très belle introduction vers moi, ce dont je vais parler. La silicose. Et la recherche pour la silicose est beaucoup moins recherchée et beaucoup moins connue. Mais on peut voir que beaucoup des défis sont assez similaires auxquels nous faisons face pour la tuberculose. Nous ne savons pas combien de cas il y a de silicose dans le monde parce que c'est très peu enregistré et diagnostiqué, mais nous savons qu'il y a une prévalence élevée dans des endroits, des régions minières, en Afrique centrale, Chine, Inde, Brésil, et il est difficile bien sûr de bien pouvoir le détecter. Il coïncide dans beaucoup de cas avec des pays qui sont grandement chargés par la tuberculose. Donc lorsqu'on parle de silicose, dans un contexte de dépistage, on parle également de tuberculose. En Afrique du Sud, nos esprits se sont concentrés pendant plusieurs années maintenant à cause du besoin de détecter de anciens mineurs par exemple d'or, parce que c'est beaucoup plus élevé dans des mineurs de l'or. La litigation qui est présente, conduite par différentes personnes, ont reçu beaucoup de demandes qui ont demandé donc des
Beaucoup d'entre eux ne sont pas en Afrique du Sud, ils sont au Mozambique et dans d'autres pays, au Botswana et d'autres pays un peu plus au nord. Mais les mines de l'Afrique du Sud en elles-mêmes ont diminué, mais malgré tout, on a à peu près 400 000 mineurs qui sont toujours en activité. La question est donc, et là c'est la question principale, je pense, d'après l'aspect commercial, mais également de santé, avec l'OMS, qui a un intérêt là-dedans, qui sont les utilisateurs potentiels. On a entendu parler donc aujourd'hui des sociétés minières pour une surveillance médicale, l'Agence nationale d'indemnisation des mineurs, qui fonctionnent, qui sont bien développés, donc des systèmes de compensation, trouver des personnes qui sont éligibles, des différents donc de centres donc de fiducie civile des entreprises privées qui ont le même mandat. Leur but, c'était à peu près 330 millions de dollars pour trouver tous les mineurs qui ont travaillé pour les différentes entreprises dans les 50 dernières années, les examiner et voir l'éligibilité à cela. Il y a eu des centres et des cliniques dédiés pour des mineurs, anciens mineurs, dans les services de santé qui fonctionnent généralement très bien. Et ensuite, les programmes de lutte contre la tuberculose dans les zones d'origine des mineurs. Il y a eu ce vrai investissement. Et ils ajoutent donc les mineurs dans leur recherche. C'est la silicose, premièrement, on parle de logistique, peut-être un diagnostic très difficile. Par rapport à l'autopsie, nous le savons parce que l'Afrique du Sud a un système d'autopsie pour les mineurs et a à peu près 100 000 autopsies depuis les années 70. Seul un tiers des cas de silicose est mis en évidence par les rayons X. Lorsque nous parlons de la silicose, le nombre de phénotypes radiologiques qui sont présents, qui sont possibles, varie. Il y a nodulaire, massive. On va parler, ça fait principalement de cela qu'on peut voir. Mais il y a également de grosses maladies qui sont localisées ou asymétriques, des masses donc asymétriques, et également d'autres pneumoconioses, par exemple une combinaison de silicose et de COPD, ou d'autres mixtures qui sont des pneumoconioses mixtes. Lorsqu'on parle donc du diagnostic différentiel de la forme nodulaire, c'est le problème donc en Afrique du Sud. Le problème donc avec cela, c'est qu'il y avait d'autres causes. Donc la sarcoïde, le cancer, l'infection fongique, d'autres infections. Est-ce que ces infections rendent cela un problème local? La silicose est plus sensible aux rayons X de mauvaise qualité. Et lorsque je dis sensible, c'est on peut la manquer ou mal la diagnostiquer. C'est un problème particulièrement avec les films analogues et devrait disparaître avec la radio digitale, mais c'est peut-être pas forcément le cas parce que lorsqu'on a un système nodulaire symétrique dans les rayons X, ça peut être difficile de le distinguer de marqueurs broncho-vasculaires. Un contraste net est nécessaire et il faut avoir des images de haute qualité sur un moniteur écran de radiologie standard, sinon vous allez faire des erreurs. Et bien sûr, dans les endroits assez reculés, ça devient un gros problème. Et CAD, j'espère qu'on résout ce problème. La silicose est souvent une combinaison avec la tuberculose, est souvent associée, on appelle silicotuberculose, et également avec le BPCO, pardon. Donc, pour vous donner un petit peu une image ici, c'est quoi le problème en fait? Est-ce qu'on peut distinguer la silicose du normal? Donc, gardez à l'esprit normal avec la silicose comparez-le, il n'y a pas de problème, c'est facile à distinguer. Il verrait que bien sûr il y a des nodulations, mais c'est pas souvent le problème. Maintenant, il faut distinguer le silicose de la tuberculose. À gauche, vous avez
un film standard qui est distribué pour que les personnes utilisent et calibrent leur œil. C'est une image difficile à voir parce que c'est une image digitale. Peut-être que vous essayez de voir vers peut-être votre ordinateur, peut-être que vous pouvez voir un petit peu qu'il y a des nodules. Le problème commence ici. À droite, c'est pas beaucoup différent. Là, c'est un garçon de 18 ans qui n'a jamais travaillé Et là, il a la tuberculose. Là, on voit les cavités avec les flèches. Mais elles sont en fait, il y a en fait un module, un arrière-plan noduleux. Donc là, il faut distinguer la silicose avec la silicotuberculose. C'est un problème également pour les lecteurs dans des environnements qui sont communs. À gauche, là, vous avez, il y a des nodules dans des schémas assez clairs. La silicose, donc en forme d'aile de chauve-souris. Et donc à droite, nous voyons très certainement, là, c'est la tuberculose, mais est-ce que c'est actif ou est-ce que c'est une ancienne tuberculose? C'est pas quelque chose qu'on peut voir forcément de ce rayon X. Donc on l'utilise pour voir les maladies actives et inactives. Les autres, on voit différents modules, de modules assez larges, de différentes tailles qui sont à différents niveaux, qui remplissent peut-être les cavités, peut-être qu'il y a une infection fongale là-dedans. Donc ça, c'est un problème auquel font face les lecteurs. Et la dernière des photos, la silicose peut se présenter comme des masses énormes. À droite ici, c'est une image très inhabituelle. On voit différentes masses qui sont symétriques. Mais lorsqu'on voit les masses qui ne sont pas symétriques, ça peut présenter différentes choses, la tuberculose, le cancer et d'autres éléments. L'autre problème avec la silicose, c'est qu'il n'y a pas de standard en or, hein. Il n'y a pas de référence très précise, autre que l'autopsie. Donc, les radios sont beaucoup plus sensibles, bien sûr. Comme on l'a vu dans la présentation précédente, on ne voit pas tout sur le rayon X, parce qu'on peut voir des adénopathies, une bronchiectasie, et c'est très surprenant pour moi, on voit des masses. J'ai vu les logistiques, j'ai vu les statistiques, on voit des nodules, et le rayon X montrait des choses qui n'étaient pas visibles. Il peut également montrer différentes distributions qui sont utilisées. Là, on a besoin d'un lecteur spécialisé pour faire cette détermination. La distribution des nodules. Généralement, donc, c'est pas forcément disponible, particulièrement dans des environnements qui sont très reculés. Donc, ce que je veux faire, c'est que ça doit être un lecteur qui a de l'expérience. Ça peut être un radiologue, un médecin du travail ou des médecins conseils. Mais, peu importe comment est-ce qu'ils sont formés, les lecteurs experts diffèrent dans leur lecture. Là, c'est un peu une petite démonstration de comment est-ce que nous analysons. Là, nous avons deux lecteurs qui sont comparés en utilisant le système Delft, c'était fait en 2022. Nous avons reçu donc des caractéristiques opérationnelles qui montrent des précisions et également des approximations. Les chiffres sont assez propres, assez similaires. On a à peu près 90% de sensibilité et des spécificités également, donc on peut être assez proche. Mais bien sûr, cela dépend du contexte et de la lecture. L'utilisation du cas de la silicose n'est pas, même s'il est persuasif, n'est pas aussi clair que pour la tuberculose. Beaucoup de personnes entendent parler de l'intelligence artificielle et ont de mauvaises conceptions là-dessus. Ils croient que ça va remplacer la silicose, particulièrement dans un environnement sensible, et vont faire mieux que le docteur pour trouver les cas de silicose. Ce n'est pas le cas. Les rayons X pour utiliser pour le triage, c'est-à-dire que certaines personnes dans lesquelles il y a une probabilité augmentée, une pré-probabilité également d'autres éléments. Le diagnostic demande malgré tout une confirmation par la suite. La tuberculose est une maladie traitable, comme on l'a entendu. Le silicose n'est pas une maladie traitable, elle doit être confirmée par un lecteur.
Donc, c'est quoi le but de dépister? On pourrait en penser plusieurs pour un travailleur qui est toujours exposé lorsqu'on pense à l'industrialisation, pour permettre un retrait de l'exposition, mais également l'intensification de la protection qui manque dans beaucoup de ces éléments donc, de l'industrie minière. Pour ceux qui sont plus exposés, lorsque nous parlons d'autant d'ex-mineurs, pour ceux qui ont la silicose, lorsqu'on revient au TPT, ils devraient être inclus dans ce traitement préventif parce qu'ils sont un groupe vulnérable pour des traitements préventifs. Dans le cas, dans les photos que je vous ai montrées, eh bien, dans lequel eh bien, la tuberculose doit être éliminée. La modification des résultats donc experts n'ont pas été particulièrement étudiés et nous avons une gestion de la maladie combinée. Nous avons la silicose et nous avons la silicotuberculose maintenant. Après une manifestation donc, de la tuberculose, nous avons entendu parler de la tuberculose subclinique. C'est beaucoup plus complexe et des problèmes problématiques. Le choix du seuil dépend du cas d'utilisation. La variation des performances des fournisseurs varie, particulièrement pour la tuberculose. En tant qu'utilisateur et vendeur, nous devons comprendre que la source de la formation des images, le protocole de formation, la validation qui vient en différents concepts, qui doivent être transparents. Nous avons parlé plutôt de l'importance de la transparence et malheureusement, pour certains détails, je ne suis pas un expert, donc vous pouvez me corriger, mais il y a parfois un clash entre la transparence et l'utilisation. Une étude récente en Afrique a comparé 3 versions de 4TB, 5, 6 et 7, et a révélé des différences significatives dans la sensibilité par rapport aux radiologues. Des différences significatives dans la sensibilité par rapport aux radiologues, ça a été publié, et donc la nécessité de réinitialiser le seuil. Donc là, ma dernière diapo. Quels sont les défis auxquels nous faisons face? Donc, nous avons entendu parler de cela, nous avons vu que nous devons améliorer le logiciel, faire des distinctions, incorporer peut-être des masses, en voyant donc la silicotuberculose, la question de la formation. Nous avons besoin plus de recherche clinique, particulièrement en termes de silicose, quelque chose qui doit, comme on voit avec Cannes 2017, lecture assistée par ordinateur de radiographie thoracique de la tuberculose, faire avancer l'agenda de la recherche pour informer la politique. Là-dedans, dans cette étude, ils ont cherché pour voir un peu l'éthique et un guide pratique pour mettre des critères sur là où doit être validée la recherche clinique. Le problème avec le changement du seuil, c'est qu'on a besoin d'un algorithme pour l'utilisateur. L'utilisateur doit se poser cette question, quel est le seuil que je dois utiliser? La recherche opérationnelle, on a entendu parler de ma collègue, est nécessaire. C'est pas bien financé. Il semble que plusieurs financeurs ne considèrent pas cela lorsqu'on parle de recherche opérationnelle. Comparaison côte à côte avec des docteurs, des radiographes sur le terrain. La connectivité. Je ne veux pas dire validation par cela, je veux dire un accord avec les docteurs. Parce que si les docteurs et le système clinique et les radiographes voient des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, ils vont perdre foi dans le système. Et bien sûr, les résultats, l'efficacité du système, en lien, donc, le lien avec le coût, nous devons également éduquer les utilisateurs qui sont peut-être émerveillés par une nouvelle technologie. Il faut changer de cette idée d'avoir simplement une nouvelle technologie à une réflexion programmatique, c'est-à-dire penser qu'est-ce que ça fait, à comment pouvons-nous l'utiliser exactement. Et voilà différentes publications de notre groupe et les diapos seront disponibles pour que vous puissiez les lire, voir un petit peu les différents éléments sur la silicose. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir partagé, d'avoir participé au webinaire aujourd'hui. On va passer à la session questions-réponses. On va dépasser un petit peu le temps, mais assurez-vous, comme je le pense, ceux qui ont déjà été présents dans nos webinaires auparavant, nous vous envoyons la page des questions-réponses par la suite. Donc, même s'il y a des questions qu'on n'a pas pu répondre en direct, nous pourrons bien sûr vous y répondre et vous les renvoyer plus tard.
Il y a plusieurs questions qui ont été présentées. J'essaie de les grouper un petit peu parce que certaines sont dans la même catégorie. Je voudrais commencer avec plusieurs que je voudrais demander particulièrement à Dr. Alex, parce qu'il y avait certaines questions pour lui, dans sa présentation particulièrement. Dr. Alex, si nous pouvons vous demander, il y avait une question de Cicely Miller. Merci pour la présentation. Dans votre étude avec CX, HIV plus individuals, or was it done on everyone? Thank you. Yes, so in the randomized control trial, in order for us to distinguish between the CAD plus expert use and expert only, the CAD was analyzed in the field for the CAD plus expert arm. In the expert only arm, it wasn't done in the field, but will be done at a later stage, blinded, so that we don't cross during the randomized control trial. Ultimately, everyone would have an X-ray and everyone would have CAD, and in a sub-analysis, we'll look at how CAD works in both arms. Perfect, thank you. And two brief questions additionally for your presentation, if we can. There was one from Asfa Wezen asking, was expert used for screening or diagnostic purposes in the exact studies? Yeah, so in these studies we used specifically for our study now is used as a diagnostic. Our reference standard would be expert and or sputum culture positivity. We also conduct sputum culture in all participants. The reason we've used expert is because it's a diagnostic tool that can be used through battery operated systems. It can be done point of care. And there's a lot of drawbacks with culture. Even though it's more sensitive, there are drawbacks such as time, expertise needed, lab requirements, all those things. But with expert, mais avec expert, une infirmière ou un technicien peut le faire après être formé. Et c'est quelque chose qui peut être donc fait dans un environnement communautaire. Merci beaucoup. Une autre question, si on peut. Il y avait une question qui regarde un peu la suite après CAD, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à ceux qui sont suggestifs de l'IA. Nous devons différencier entre l'aspect de recherche, l'aspect académique et également l'aspect de sécurité. Donc maintenant, nous savons que expert n'est pas parfait. Donc la question, c'est que se passe-t-il pour les personnes dont l'IA est évocatrice et les cas expert culture sont négatifs? On ne le sait parfois qu'après, mais pour l'aspect sécuritaire, ceux qui sont positifs au CAO, pour ceux qui sont positifs au CAO mais négatifs à l'expert, on les consulte quand même pour s'assurer. Et s'ils sentent de manière intuitive que ce patient a besoin plus de recherche, on le réfère à la clinique locale. Merci pour cela. Je vais regrouper plusieurs questions qui ont été posées parce qu'ils ont un peu le même sujet à l'esprit, c'est-à-dire sur l'exposition à la radiation pour de notre côté. Donc, tous les kits Delft viennent avec un tablier pour le radiographe. On a vu cela présenté, donc on a besoin avec un bouclier, on perd la portabilité de ce rayon X portable. Il y a une question sur d'où vient en fait la radiation dans ces systèmes. Vous avez mentionné également qu'il y a une équipe indépendante qui travaille sur ce sujet, sur la sécurité de la radiation, et ils sont en train de présenter un papier pour regarder la sécurité de la radiation sur 4 systèmes sur lesquels DelftLight est présent. Donc, nous devons attendre cette recherche, le résultat de cette recherche, mais c'est en travail, en tout cas en recherche. Et d'après ce que nous avons pu voir en pratique, l'exposition à la radiation est assez bas d'après les premiers résultats. Dr. Alex a également mentionné cela dans sa présentation d'après ce que nous avons vu. Mais je pense que ce serait bien de voir les résultats qui viennent de l'équipe indépendante, comme Eliony l'a mentionné également. Il y avait une question également sur quel outil est le mieux pour avoir donc, quelque chose de portable.
Nous avons des guides pour les systèmes ultra portables de l'OMS. Je pense que c'était une très belle référence pour regarder un petit peu ces différents éléments. Bien sûr, du côté de Delft, nous avons différents systèmes portables tels que ceux qui ont été présentés aujourd'hui. Il y en a d'autres également sur le marché. Une des choses que j'aime dire de manière générale, c'est qu'il est bon de regarder et de comprendre que les extraits dépendent également de vos objectifs et de votre demande. Si vous cherchez, par exemple, à avoir 300 expositions dans un environnement ou en clinique ou au hôpital, on n'utiliserait pas le rayon X portable. C'est pas le bon contexte. Donc, il y a un équilibre entre la portabilité, bien sûr, entre le poids et l'exposition que vous pouvez, le numéro de photos qu'on peut prendre. Ce que nous avons souligné également dans les anciennes sessions de webinaire qui sont disponibles sur notre site web. Donc, je pense que c'est une bonne considération à avoir. Quels sont les objectifs, quel système, pour savoir quel système vous convient le mieux. Et également, ce que je veux mentionner, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont publiées. Il y a différents guides disponibles sur les rayons X portables qui parlent de ce sujet de manière assez largement. Donc, Cat4TB a été formé à partir d'images de systèmes, mais ça n'a pas été, ça a été publié séparément. Il y en aura beaucoup à nouveau de questions, on en parlera, s'assurera que tout le monde recevra l'image des questions-réponses. On va s'assurer. Il y a une question dans le chat de Dice qui dit dans un programme, on est content d'avoir cette preuve de possibilité. Le défi reste vraiment le coût d'achat fort, et ce qui rend cela difficile. Est-ce qu'il y a un plan de réviser le prix à la baisse alors que les pays prennent plus de machines? Je pense que généralement, il est bon de regarder au fait que beaucoup de systèmes, même s'ils sont portables, ils sont utilisés pour différentes applications. Au-delà, bien sûr, de la tuberculose, nous voyons les mêmes systèmes qui sont utilisés pour des fractures et au-delà, ce qui rend l'utilité assez large. Et je pense qu'il est bon également de reconnaître que ces systèmes peuvent être utilisés pendant longtemps s'ils sont bien maintenus, non seulement à travers un contrat de garantie, mais par les utilisateurs eux-mêmes, qui, je pense, avec le temps, on a ces différents systèmes qui peuvent être utilisés, qui ont été déployés en 2018, qui ont été utilisés, par exemple, à Paraguay, Ouganda, etc., et qui sont toujours utilisés aujourd'hui, donc plus de 5 ans d'utilisation. Et donc, cette utilisation beaucoup plus large sur le temps réduit le coût, en fait. Et il y a, bien sûr, avec beaucoup d'achats, des mécanismes pour le mettre de manière générique qui sont moins chers avec, par exemple, des remises. Si vous achetez plusieurs produits ensemble en grand nombre, et nous cherchons de manière continue également avec nos partenaires comment nous pouvons faire descendre le prix et s'assurer que ce système sera beaucoup plus simple, ou alors est-ce qu'on a besoin de certains accessoires qui sont nécessaires pour faire descendre le prix. Je crois que pour finir, il y avait une question sur les rayons X ultra portables. Ils sont utilisés dans les endroits les plus reculés. Comment est-ce qu'on soutient s'il y a des problèmes techniques sur le terrain? Je trouvais que c'est une question assez intéressante. Généralement, nous voyons bien sûr qu'ils sont des rayons X ultra portables qui sont faits pour être utilisés dans des endroits reculés. Nous voyons bien sûr souvent, parfois, qu'ils sont dans des endroits où il y a plus de ressources, moins reculés, dans différentes cliniques qui utilisent donc, qui cherchent donc un réactif. Ce que nous voyons, en tout cas, la manière dont nous approchons cela de notre côté, c'est que nous faisons beaucoup d'efforts pour construire non seulement ce projet à sa construction, mais également avec des formations au moins 3 par an. C'est un peu comme notre webinaire, elles sont disponibles en 5 langages en parallèle avec cela pour que même si les personnes échangent différentes équipes ou quittent une équipe, rejoignent une équipe, de nouvelles capacités puissent être construites. Notre premier but, c'est de s'assurer que les personnes qui utilisent ce système puissent
résoudre la plupart des problèmes techniques. S'ils ne le peuvent pas, nous avons chaque pays dans lequel nous sommes actifs, nous avons des partenaires sur le terrain qui peuvent soutenir s'il y a un problème. Et également, notre propre équipe peut aider avec cela. Nous avons donc un système où les personnes peuvent faire un ticket assez rapidement et il sera reçu et répondu assez rapidement, particulièrement si c'est des problèmes liés au CAO ou techniques. La plupart de ces majorités peuvent être répondues assez rapidement, à distance également. Donc, c'est comme ça que nous l'approchons. J'ai déjà dépassé 10 minutes de notre temps à peu près, donc je vais terminer là. Je veux à nouveau remercier les orateurs d'avoir participé aujourd'hui, d'avoir partagé leur expérience. C'est très apprécié. Je pense que nous avons vu que les défis dans différents projets sont présents dans le monde et sont très variés. Donc, d'avoir partagé ces expériences avec un grand groupe nous donne de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouveaux apprentissages pour d'autres personnes également. C'est très apprécié. Merci à tout le monde, tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. Et à nouveau, vous recevrez tous les enregistrements pour ceux qui se sont enregistrés. Vous recevrez également la page des questions-réponses avec toutes les questions qui ont été posées. Je vous souhaite une très bonne journée et merci encore de nous avoir rejoints.